Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment très heureux d'avoir parmi nous ce soir Philippe Petria, que nous regrettons beaucoup parce qu'en fait il était avec nous l'année dernière, exactement au même moment. Et donc Philippe Petria est historien à Paris à la Sorbonne. Il est spécialiste de l'histoire de la péninsule arabique. Il a publié de nombreux travaux, articles, livres portant sur des questions à la fois d'histoire et d'urbanisme, et surtout de l'après-pétrole, de la question de l'après-pétrole. Son dernier livre s'intitule Au pays de l'or noir, donc sorti chez Gallimard en 2021. Et ce soir, la thématique qu'il va aborder est proche justement de ce qu'il a travaillé tout récemment. Je sais que tu as travaillé aussi dans ton habilitation qui a été soutenue il y a pas longtemps sur une autre thématique encore. Tu as exploré d'autres choses. Tu auras peut-être l'occasion d'en parler. En tout cas, ce soir, la séance est dédiée aux villes pétrolières de la péninsule arabique. Je rappelle aussi que tu es co-responsable de l'axe 3, qui s'intitule du CEFREPA, hein, de notre centre de recherche, et que tu copilotes donc l'axe qui s'intitule Espace et mobilité, qui aborde les transformations urbaines, les migrations et la question du pétrole et de l'après-pétrole. Donc voilà, ce sera le sujet de ce soir. Je te remercie encore vraiment vivement, Philippe, d'être là, d'être disponible. Tu nous combles de ta gentillesse et tu vas donc nous faire partager ta science. Voilà, on t'écoute. J'en suis très heureux de le faire et de rejoindre le CEFREPA à distance et puis donc, tous les auditeurs, donc certains que je connais, d'autres que je ne connais pas du tout. J'espère que le fait qu'on parle en langue française ne sera pas trop gênant, en tout cas pour ceux qui nous écoutent. Il faut bien sûr ne pas hésiter à poser des questions en anglais ou même en arabe pour la discussion. Si jamais ça fluidifie nos échanges, j'en serais ravi. Je ne vais pas parler très longtemps, puisqu'en fait, ce dont je vais parler ce soir, c'est à la fois un objet très connu, depuis maintenant une vingtaine d'années. Il y a beaucoup de travaux en géographie, en histoire, en géographie historique, en anthropologie, en sociologie plus généralement, sur les villes, et notamment le modèle pétrolier ou les villes à l'ère pétrolière puis au post-pétrole. Donc, je présentais surtout une sorte d'état des lieux avec quelques images, une sorte de parcours en fait, qui n'est pas vraiment mon travail original. Enfin, je n'ai pas grand-chose d'original. Là où moi, je m'interroge plus et où on trouvera plus peut-être ma patte, ce sera dans une interrogation entre ces villes pétrolières, et dont je parle beaucoup dans le livre, là, au pays de l'or noir, et leur modèle d'urbanisation et d'urbanisme assez spécifique, en fait, et le lien avec ces nouvelles villes qu'on voit émerger maintenant depuis une vingtaine d'années, donc les villes industrielles, les villes économiques, les sci-fi cities, science fiction cities, ou les cognitive cities qu'on voit émerger un peu partout dans la péninsule arabique, un peu comme des champignons qui renaissent après l'été qui a un peu cramé toute la végétation et le sursol. Voilà, après la crise des années 70 et 80, on voit réapparaître là, ces petits champignons. Et donc, je vais voir en fait si c'est les mêmes racines au fond, ou bien si c'est des choses complètement différentes. Donc, c'est plutôt là-dessus que j'évoquerai plutôt en fait des réflexions en chantier, plutôt que une véritable réflexion avec des arguments définitifs et puis qu'on pourrait plus remettre en question. Voilà, donc je me réjouis d'être avec vous ce soir et je vais parler donc à peu près une quarantaine de minutes, 45 minutes pour qu'on ait du temps de discuter et puis pour que ça ne dure pas trop longtemps non plus parce qu'en ligne, c'est beaucoup plus fatigant qu'en présence. Voilà, alors ça, c'est une image que vous connaissez tous, j'imagine, parce qu'en fait, quand on parle de ville et de ville de pétrole, on pense souvent à ça quand on est né ou à la fin du 20e ou au début du 21e siècle, donc la ville de Masdar. Joli nom d'ailleurs que Masdar en arabe pour ce qui était un des exemples de ville nouvelle lancée au début du 21e siècle, donc en 2006, si je ne me trompe pas. Vous avez le site là officiel, mais à jour, donc pas le site originel de Masdar, mais le site donc pris en 2022, vous voyez là, qui est sous-intitulé avec le nom de la compagnie qui le gère et qui le possède, Mubadala, le fonds émirati, qui devait être une ville consacrée aux nouvelles technologies, donc en particulier aux ressources renouvelables, aux énergies renouvelables, des technologies bas carbone, hein, et qui est à l'exemple de beaucoup d'autres projets dans la péninsule arabique au début des années 2000. Donc, ça avait la réputation d'être des villes assez favorables à l'exécution rapide de projets. Donc, on crée des villes nouvelles parce que comme ça, on pourra mettre en avant et rapidement de nouveaux projets économiques, technologiques, hein, des villes où les investissements sont bienvenus, souvent avec des réglementations financières, fiscales et juridiques particulières, un modèle d'enclave en fait, hein, des villes souvent en général à l'écart des vieux noyaux urbains,
pas très à l'écart, mais un petit peu à l'écart, et souvent d'ailleurs fondé un peu aussi sur le modèle de la gated community. Hein. Donc on entre avec des laissez-passer, tout le monde ne peut pas venir. Il y a d'ailleurs aussi beaucoup de critiques sur ces villes qui sont soumises à un régime de surveillance très poussé, technologique. Hein. Les technologies sont autant un investissement économique qu'un moyen de contrôler la population. À Masdar, il y avait eu beaucoup de débats réguliers qui surgissent, par exemple sur le contrôle des étudiants qui travaillent au Masdar Institute of Science and Technology, sur le contrôle aussi de la consommation de l'électricité, les transports, etc. Bon, donc en tout cas, il y avait ce gros projet début du 21e siècle, avec ses débats, ses critiques, mais aussi tout ce qu'il pouvait faire, susciter de rêves, d'espoir, aussi de développement, de diversification économique. On en parlait déjà à l'époque, en 2006, une sorte de modèle un peu technocratique en réalité, hein, qui reste encore, je crois, très, très puissant aujourd'hui. Et puis, une sorte d'innovation architecturelle, de prouesse urbanistique permanente avec une surenchère. Voilà, il y a Masdar, on en verra d'autres. Vous voyez quelques images particulièrement, comment on dirait en anglais, iconiques, hein, de Masdar. Le cabinet britannique Norman Foster avait beaucoup travaillé sur l'architecture de Masdar. Et donc, on avait fait vraiment une sorte de vitrine, en fait, de ce que était la puissance émirati à l'époque, et notamment la capacité des Émirats à passer à autre chose que le développement pétrolier. Et puis, en fait, si on regarde aujourd'hui Masdar, voilà, si on y passe aujourd'hui, on a quand même une drôle d'impression, en fait, hein, qui n'est pas vraiment celle que le site fournit. Bon, c'est pas une ville qui est une ville fantôme, mais c'est quand même une ville où les attentes et les investissements qu'on pensait y faire ont été considérablement revus à la baisse. Les projets les plus faramineux, comme ce projet de module de transport électrique souterrain, ont été complètement abandonnés. Ça a été rapidement vu comme des gadgets. La population que l'on espérait attirer, en fait, était très faible et est faite essentiellement de gens qui habitent dans les grandes villes des Émirats et viennent à Masdar pour la journée, des étudiants, quelques boîtes d'investissement. C'est en fait essentiellement aujourd'hui une sorte de zone économique spéciale, beaucoup plus qu'une véritable zone d'habitation, hein, une véritable ville, une ville verte. Alors là-dessus, celui qui a travaillé dessus, je cite la référence là, donc dans le plan que je vous mets en avant, hein, Gökçe Günel parle de spaceship in the desert. Hein, et je trouve que c'est intéressant parce qu'on va voir que ça a été aussi la façon dont étaient approchées ou vues les villes pétrolières dans les années 1940 et 1950. Alors, ce modèle n'est pas unique. C'est le deuxième point de mon introduction et en fait de mes réflexions ce soir avec vous, que je partage avec vous, c'est que au début du XXIe siècle, l'ensemble des pays de la péninsule arabique, à l'exception malheureuse du Yémen, qui a beaucoup d'autres soucis que ça à affronter, lance des projets de nouvelles villes et de villes nouvelles. On a connu ça, nous aussi, en France et en Europe, dans les années 50 et 60, au moment du développement urbain, de l'urbanisation et aussi de l'exode rural, mais on avait un peu perdu ça comme projet. Là, ça renaît au début du XXIe siècle, dans un cadre à la fois global, parce que c'est lié au besoin de diversifier les revenus, c'est lié au besoin aussi d'échapper à la dépendance pétrolière au moment où, vous savez, au début du XXIe siècle, les flux du pétrole deviennent très instables et en 2014, ils vont chuter considérablement. Aujourd'hui, on en voit un petit ressaut, mais c'est quand même des revenus qui sont aujourd'hui perçus comme non fiables. C'est aussi, je crois, un mouvement à l'échelle régionale, puisqu'il y a véritablement un effet à la fois je dirais, d'émulation entre ces différentes villes et entre ces différents pays, et aussi un effet de compétition et de concurrence, puisqu'il faut toujours être dans la surenchère pour attirer des investissements qui sont toujours conçus comme étant un jeu à somme nulle, paradoxalement, pour la péninsule arabique. L'autre projet concurrent qui avait été lancé à peu près à la même époque, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, peut-être même que vous l'avez déjà visité, qui ressemble aussi à une ville, pas fantôme, mais quand même une ville pas très habitée, pas très active, c'était la King Abdullah Economic City, donc au nord de Jeddah, à peu près à 100 km au nord, qui avait été lancée en grande fanfare autour de 2005, près d'un vieux port d'Arabie, qui est le port de Raber, hein, pas très loin voilà, qui était un des ports connus, un port de pêche et un port de commerce aussi de la ville du Hedjaz, qui visait, je crois, à peu près 2 millions d'habitants. Et aujourd'hui, il y en a, je crois, aux dernières estimations, entre 7 et 10 000 habitants, en tout cas à la fin des années 2010, les derniers recensements montraient ça, qui avait été aussi lancé à grand renfort d'investissement privé, mais aussi de fonds émiratis. Et vous voyez la connexion avec Masdar, donc l'entreprise Emar, hein, avait beaucoup participé à ce chantier de la King Abdallah Economic City avec le groupe Ali Reza, avec le groupe Saoudi Ben Laden, qui à l'époque n'était pas encore tombé en disgrâce. On était donc avant les accidents et la reprise en main par le roi Salman et son fils Mohammed bin Salman.
et donc qui devait être un de ces modèles pour l'Arabie Saoudite avec, je crois, 5 autres villes qu'on appelait à l'époque les economic cities, qui devaient être les villes de demain pour le royaume. On ne parlait pas encore de Neom, mais on va en reparler bien sûr un petit peu plus après. Même époque aussi, à Koweït, puisque je crois qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui résident, la ville de Medinat al-Harir, qui a été un très long débat, un vieux serpent de mer, et dont le plan directeur a été finalement accepté en 2014, après très long débat. Et les premiers travaux sont sortis de terre, et puis la principale réalisation avec ce grand pont qui traverse la baie de Koweït, inauguré en 2019. Et là aussi, encore aujourd'hui, beaucoup de débats sur ce que va être cette ville de la soie, et probablement des projets faramineux comme la grande tour Moubarakia, qui a été complètement abandonnée, dont on parle beaucoup moins, si ce n'est en images 3D. Voilà, il y a d'autres villes comme ça, donc avec Mazda. Le dernier phénomène de ce bourgeonnement de projets, à défaut véritablement de villes, même s'il y a quand même des infrastructures, il ne faut pas les négliger, c'est évidemment la ville de Neom, qui avait été lancée dans le cadre de ce plan de vision 2030 et qui a été officiellement lancé en 2017, avec là pour le coup un projet, toujours dans la surenchère, beaucoup plus vaste que les autres, beaucoup plus vaste en fait même que les 5 autres villes économiques qui avaient été lancées dans le royaume au début des années 2000, puisque là on est sur une surface d'à peu près 26 000 kilomètres carrés, des projets évidemment époustouflants pour Neom, et même plus les années passent, plus les projets se modernisent et sont de plus en plus époustouflants, même si en fait sur place il n'y a pas encore grand chose. Il y a des premiers travaux de creusement pour le futur port octogonal, mais il n'y a pas encore grand chose qui ressemble en particulier à cette grande ligne, à la fois en béton, en verre, en acier. Enfin, on ne sait pas trop en quoi ça va être, mais on nous promet que ce sera tout à fait à économie d'énergie et bas carbone. Là encore, même volonté d'attirer des investissements privés, de diversifier, de montrer la possibilité ou la capacité du pays à sortir d'un type d'économie qui désormais est vue, à tort ou à raison, mais je crois aussi à tort en grande partie, comme une économie condamnée, ou en tout cas qui ne fait plus rêver les investisseurs et qui n'attire plus les investissements étrangers comme auparavant. À Oman aussi, il y avait ce même projet, il faut bien le dire, assez vite échoué aussi. L'un des plus connus qui faisait parler de lui, c'était Medinat al-Zarqa, la ville bleue, qui en fait, je crois, dès 2012 a été complètement abandonnée par le pouvoir, qui a été racheté par l'État et puis qui a été complètement gelé comme type de développement. Voilà. Alors, c'est pour vous dire donc que c'est un contexte qui est assez étonnant pour étudier les villes pétrolières et étudier une sorte de seconde génération de villes pétrolières. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'analyse, avec à la fois ces similitudes, ces continuités, et puis des choses un peu plus nouvelles que je vais essayer d'explorer avec vous là dans les 30 minutes qui nous restent, et qui montrent que, au fond, la péninsule arabique reste, depuis les années 1940, donc la date que j'avais choisie pour commencer notre parcours, jusqu'à aujourd'hui, et malgré la crise des années 1980, une sorte de laboratoire de l'urbanisme, y compris du point de vue architectural, et la photographie que l'on voit nous le rappelle, c'est quand même des beaux bâtiments, en tout cas des bâtiments époustouflants qui ne peuvent pas laisser neutres. On peut soit les critiquer, soit les admirer, mais en tout cas, ils provoquent une émotion, un choc en tout cas esthétique. C'est aussi un point de vue, un laboratoire d'expérimentation urbain, aussi un point de vue réglementaire, juridique, financier. Toutes ces villes nouvelles sont conçues, je l'ai déjà dit, on va le voir aussi, c'était le cas des villes pétrolières des années 40, sur le mode de l'enclave, de l'îlot, avec des régimes particuliers, souvent un peu à l'écart des vieux centres urbains, quand ils ne sont pas construits de toutes pièces et implantés de toutes pièces dans un territoire ou sur un terrain tout à fait désert à l'époque. En particulier aussi sur des territoires périphériques, on en reparlera, comme c'est le cas aussi aux Émirats, avec là derrière un enjeu de contrôle aussi du territoire, et en particulier du territoire frontalier. On en reparlera, c'est le cas de Neom, évidemment, c'est le cas aussi de beaucoup de villes nouvelles du début du XXIe siècle. Alors je crois que pour comprendre cela, il faut revenir à ce qu'on peut appeler la première génération des villes pétrolières, des villes en tout cas qui ont été créées par et pour le pétrole. Voilà, villes pétrolières qui ont été créées donc par à la fois les infrastructures et les revenus du pétrole, et pour le pétrole, c'est-à-dire dans le but de favoriser, d'étendre et de faciliter l'exploitation et la commercialisation des hydrocarbures. Dans les années 1940, il y a d'abord un contexte qui est important. Je vous montre là une photographie d'une des portes les plus célèbres de Koweït en 1940, voilà, en hommage donc au Sefrepa et à sa localisation dans qui est quand même une ville très belle, ville de Koweït, donc prise donc par un Britannique, Sir Rupert High, et qu'on peut trouver dans les archives de la Royal Geographical Society. Alors, en 1940, en fond, on est dans une période de parenthèse.
pour le développement urbain et en particulier pour le développement pétrolier, puisque l'essentiel de l'économie pétrolière qui avait commencé à être lancée depuis les découvertes des grands champs, donc à Bahreïn, en Arabie Saoudite en 1938, à Koweït bien sûr aussi, ont été gelés pendant toute la période de la Seconde Guerre mondiale, avec parfois des conséquences assez douloureuses, puisque beaucoup d'employés qui avaient commencé à être embauchés, employés arabes bien sûr, qui avaient commencé à être embauchés pendant la fin des années 1930, ont été mis en fait sur le carreau, au chômage. Les infrastructures qui avaient commencé à être construites ont été soit gelées, soit au contraire détruites par peur d'une invasion de l'Axe, et en particulier des troupes japonaises ou allemandes qui ont bombardé effectivement des sites comme les sites de Bahreïn ou les îlots de Bahreïn. Et l'économie pétrolière est donc mise en fait sous cloche. Avec, à l'époque, on l'estime encore, certains imaginent que ça ne va jamais redémarrer. Ça redémarre tout doucement et d'abord en Arabie Saoudite à partir de 1943-1944, donc après un épisode assez douloureux. Voilà, donc qu'il faut rappeler parce qu'on l'a beaucoup oublié aujourd'hui, y compris dans la mémoire collective, que c'était une période de difficultés économiques, de désenchantement déjà, un premier, une période de disette aussi parfois, avec pas des famines, mais en tout cas des véritables épisodes de disette au Qatar, à Bahreïn, en Arabie Saoudite aussi, donc de graves difficultés économiques, jusqu'à ce que, en 43-44, voilà, l'effort de guerre américain notamment, le Middle East Supply Center depuis le Caire commence à réirriguer l'économie de la région et donc à permettre le relancement des projets pétroliers qui sont en plus désormais inclus dans l'effort de guerre, puis ensuite dans les modèles de développement et le soutien que le bloc occidental apporte à son camp dans un contexte de guerre froide. Deuxième élément de contexte, pour voir l'émergence de ces villes pétrolières dont je vais parler à l'instant, c'est qu'on est donc à une époque où les revenus pétroliers affluent, ne sont pas encore très nombreux ni massifs. En Arabie Saoudite, il faut attendre le début des années 1950 pour que les revenus du pétrole dépassent les revenus du pèlerinage, par exemple. Donc ça reste encore des revenus ou bien modestes, ou en tout cas relativement modestes comparés aux autres revenus, notamment les douanes. Mais ce sont des revenus qui ont la caractéristique ou l'avantage d'être à la fois neufs. Donc c'est un apport frais en fait d'argent et directement en cash dans les mains du gouvernement. Donc c'est un revenu dont le gouvernement peut disposer directement en fait, sans avoir à reverser ou à consulter des organes de délibération pour l'utilisation de ces revenus. Et ça permet donc la mise en place assez rapidement de ce qu'on peut appeler un État-providence en fait dans l'ensemble de ces pays, dont les premiers, je crois, expérimentations ont été les politiques menées à l'échelle urbaine dans les villes pétrolières, en particulier dans les pressions que les gouvernements ont fait sur les compagnies pétrolières pour augmenter le bien-être de leurs employés, et en particulier de leurs employés arabes et non pas seulement étrangers. Et puis enfin, troisième et dernier élément de contexte que je voudrais qu'on garde en tête pour tout ce que je vais montrer ensuite, c'est que très rapidement arrivent les époques des indépendances. Et les villes pétrolières sont aussi en grande partie liées à ce contexte à la fois de nationalisme et puis ensuite de prise d'indépendance de l'État, le premier pays de la zone. Bon, c'est évidemment l'Arabie Saoudite qui n'a jamais été une colonie, mais c'est donc Koweït qui met fin au protectorat britannique par un accord avec la Grande-Bretagne dès 1961. Et puis ensuite, vous savez, ça va se succéder jusqu'en 1971 pour les Émirats arabes unis et l'ensemble des anciens États de la trêve. Alors dans ce cadre, ce que l'on voit, c'est d'abord une urbanisation majoritaire. Très rapidement, donc au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'urbanisation, c'est-à-dire la part de la population nationale qui habite dans ce qu'on appelle des villes. Alors voilà, il y a différents types de définitions des villes selon les États, mais en gros, dans ces agglomérations avec un habitat continu et plutôt dense, voilà, devient assez rapidement majoritaire. Vous voyez, donc là, les données de la Banque mondiale commencent à peu près en 1960 et à l'exception des Émirats arabes unis et du Qatar, mais c'est lié à une construction territoriale assez particulière. Voilà, l'ensemble des pays de la zone sont encore majoritairement ruraux, et en particulier les pays démographiquement lourds que sont Oman, l'Arabie Saoudite, avec moins de 30% ou à 30%, un tiers donc, de la population qui est urbaine. Et puis donc dès les années 1970 et 1980, on arrive au moment où la population devient majoritairement urbaine. Donc l'époque dont on parle, c'est une époque où non seulement on va avoir de nouvelles villes, mais ces villes vont devenir en fait le lieu d'habitat majoritaire de la population. Et je crois que c'est un changement important à concevoir à la fois dans les mentalités, les structures en fait mentales dans lesquelles vivaient donc les générations précédentes de celles qui sont aujourd'hui au pouvoir. Alors c'est dans ce cadre que se met en place donc une urbanisation assez spécifique, modelée
modelées sur le standard qu'impose donc que vont développer les villes pétrolières. La première, je crois, celle qui va être le plus scrutée, celle qui va être le plus discutée aussi dans la région, c'est la ville pétrolière développée autour d'Abadan par l'Anglo-Iranian Oil Company, l'Anglo-Persian Oil Company qui devient ensuite l'Anglo-Iranian Oil Company autour donc des champs de gaz et de pétrole surtout qui ont été découverts donc dès 1908 et la fondation donc cette immense ville. Hein, vous voyez là une photo des années 1950. Hein, vous avez la légende sur le côté. On voit très bien à quel point donc au début des années 1950, ces villes en fait ont une emprise territoriale en fait immense. Hein. Donc à la fois les emprises industrielles, on voit bien là les raffineries, les premières raffineries donc d'Abadan qui était avant le coup d'État contre Mossadegh la première ou la plus grosse raffinerie du Moyen-Orient hein, en termes de volume de pétrole raffiné puis exporté depuis Abadan, les tankers, hein, vous voyez déjà qui arrivent dans le port d'Abadan, et puis toute l'urbanisation qui s'est développée autour et dont vous remarquez que c'est déjà une urbanisation qui est très différenciée. Hein. Donc sans avoir besoin d'être un expert, on remarque assez bien sur cette photographie hein, donc aérienne qu'il y a des habitations qui ont l'air d'être plutôt des villas individuelles avec des petits jardins, en fait, sur un modèle tout à fait britannique. On va revoir les petits pavillons, résidences pavillonnaires, en fait, en réalité. Et puis un peu plus au loin, au second plan, au troisième plan, et en particulier à proximité des installations industrielles, des habitats collectifs avec plus de verre, du coup, il n'y a plus de jardin, hein, mais des allées beaucoup plus étroites hein, et qui sont essentiellement là pour loger les ouvriers, c'est-à-dire à l'époque hein, encore, donc les Iraniens hein, et quelques ouvriers immigrés venant des pays voisins de l'Iran à l'époque. Je crois qu'Abadan est le premier modèle qui va être très discuté puisque en fait dès 51, 52, les discussions sur la nationalisation du pétrole iranien font que les Britanniques vont mettre en avant leur réalisation à Abadan et en particulier donc la façon dont ils ont développé leur programme de logement, de garantie, de prêt, de providence en fait hein, pour leurs ouvriers. Et vous voyez ici donc une des gazettes, donc The Illustrated London News, hein, publiée en 51 au grand moment de début de la crise à la fois diplomatique et économique qui va mener à la nationalisation de l'industrie pétrolière en Iran, puis à l'embargo sévère et au coup d'État en fin de Mossadegh en 1953, mais des photographies qui vous montrent hein, ce qu'était Abadan, hein, des différents aspects d'Abadan, comme dit le journal, une architecture de briques, hein, tout à fait britannique en fait, hein, pour montrer à quel point on avait aussi, c'était pas du tout une compagnie qui s'était désintéressée du pays, qui avait traité ses ouvriers de façon coloniale, hein, c'était l'une des critiques qu'on lui avait adressées, mais qui au contraire avait développé une ville moderne, bénéficiant à l'ensemble de ses employés, dans des conditions qui n'étaient pas du tout celles du reste du pays, donc fournissant le meilleur du confort de la vie moderne. Abadan, et d'ailleurs la crise de 51-53 a été beaucoup scrutée par beaucoup des pays arabes, juste en face, hein, parce que c'était un modèle sur lequel d'ailleurs pas mal d'ouvriers ont pu travailler, et puis parce qu'on en a beaucoup discuté en 51-53. Alors, je crois que le meilleur, en fait, la meilleure conférence qu'on a pu faire, c'était lire Abdelrahman Mounif. Hein, donc là, je vous mets quelques extraits sur lesquels je reviendrai tout à l'heure de Mounif qui, en fait, dans les années 80, se remémore et romance ce développement pétrolier qu'on va voir sur la côte, pour le coup, arabe du Golfe. Et donc, je vais lire quelques extraits maintenant. C'est magnifique et ça a été traduit par France Meyer, publié en 2013 par Actes Sud en français. C'est plus ancien pour la traduction anglaise. Et évidemment, donc, ça date de 84 pour la première publication donc, en arabe à Beyrouth. Donc, dans les villes de sel, là, c'est le tome 1, L'Errance, le premier tome hein, donc, d'une série qui va être composée de 5 volumes, dans laquelle Mounif voit en fait surgir de terre l'équivalent d'Abadan, mais à Harran, terme à peine déguisé pour désigner Dahran hein, en Arabie saoudite de l'époque. Alors je lis avec vous. Hein. En moins d'un mois, 2 villes sortaient de terre, la Harran arabe et la Harran américaine. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure sur la photo d'Abadan et c'est ce qu'on va voir maintenant. Hein. Donc 2 cités tout à fait distinctes, proches, hein, mais bien distinctes. Ce furent les ouvriers qui avaient provoqué les sarcasmes, puis les éclats de rire des Américains qui les construisirent toutes deux. Ce furent eux qui fixèrent les panneaux de bois clair avec de grosses vis, eux qui charrièrent les lourdes plaques en tôle et les clouèrent les unes aux autres sur les charpentes, eux qui posèrent les vitres et posèrent les volets, eux qui peignirent. Toutes les 3 ou 4 heures, ils lâchaient leurs outils et reculaient de quelques mètres pour regarder l'œuvre qu'ils venaient d'achever. Le contremaître américain qui surveillait les travaux surgissait dès qu'ils avaient fini, vérifiait de ses mains ou avec divers instruments la solidité des cloisons et des toitures,
Puis, l'inspection faite, observer les visages burinés avec une admiration mêlée d'étonnement et répéter « Ok, ok ». On refit cela une multitude de fois dans la Harran américaine. Et en moins d'un mois, le noyau d'une cité bien structurée prit forme et se développa avec de larges rues qui en croisaient de plus étroites, parfaitement droites, damées par les maudits engins d'enfer avant d'être nappées d'une matière noire et luisante. On ne connaît pas encore le pétrole à ce moment-là dans le récit de Mounif. Les ouvriers sont en train de le découvrir, ce que c'est que le pétrole. Des bâtiments aussi nombreux que les oies migratrices à Wadi al-Uyun en hiver, de petites maisons et d'autres tellement hautes et vastes qu'on ne savait qui viendrait jamais y habiter. Plusieurs bassins ici et là, flanqués de paillotes en troncs de palmiers, une longue route qui reliait la colline nord-ouest à la mer et le long de laquelle étaient alignés des centaines de tuyaux mystérieux dont on ne savait à quoi ils serviraient. Et dans 2 chapitres plus loin, Mounif décrit là pour le coup la Harran arabe. Dans la semaine qui suivit l'arrivée du bateau du diable, c'est-à-dire celui qui avait apporté les premiers matériaux de construction de la ville américaine, et la fuite des 3 compères, la construction de la Harran arabe commença. Suite à la colère mêlée d'appréhension et de doute qui s'était emparée des hommes, certains ouvriers, ayant par ailleurs refusé de manger ce qu'Ibn el-Rachid leur fournissait, surtout depuis que l'arrivée du boulanger, du boucher et de l'épicier avait soulevé un vent de révolte, les Harrani acceptèrent d'aller tailler les pierres pendant la semaine. Les chameaux d'Ibn el-Rachid les ramèneraient, et ces hommes construiraient le jeudi après-midi et le vendredi, fût-ce sans l'aide des Harrani. Et ainsi fut fait. Donc le reste des énormes caisses en bois, ce qui avait été utilisé pour la ville américaine, des plaques de zinc et quelques pierres de toute taille mal dégrossies furent rassemblées à la hâte pour construire la première boutique de la Harran arabe. Le toit était fait d'un mélange de tôle, de matériaux, de rebuts d'entrepôt, de carton et de branches rescapées du verger qui avait été autrefois le fleuron du village. Donc à la fois une réutilisation des matériaux laissés, les déchets de la ville américaine, et issue de la destruction du petit village de pêcheurs qui existait à l'époque et qui est complètement évidemment détruit, anéanti par la nouvelle ville. Le toit a été fait donc. Voilà. Les échoppes furent bâties précipitamment, en un commun effort, car les hommes voulaient avoir leur four et acheter directement leur viande pour pouvoir préparer les mets qui leur plaisaient. Voilà. Réminiscence aussi, on va en parler, de la volonté de beaucoup d'ouvriers de se réapproprier ces nouveaux lieux et en particulier d'y réimplanter des formes connues de sociabilité et de vie urbaine en fait. Donc voilà, le boulanger, le four, le boucher, mais tout dans un ensemble en fait de briques et de broc avec des matériaux qui ne sont pas du tout durables et construits dans un contexte en fait qui leur échappe complètement, qui les perd, qui les aliène en fait dans le roman de Mounif. Ils voulaient aussi inconsciemment ou sans se l'avouer posséder quelque chose qui leur appartint dès lors que la cité des Américains s'étendait de la colline jusqu'à la mer. Et donc priver beaucoup de ces hommes en fait de l'accès à la plage en particulier, donc vraiment les isoler. On va voir que ce lien avec la mer est effectivement très important pour une ville qui est développée pour le pétrole, c'est-à-dire en fait l'accès de la ville américaine jusqu'aux structures d'exportation du pétrole. Donc là, ce qu'on décrit en fait, c'est la ville de Dammam, qui est aujourd'hui une grosse agglomération qui réunit Dahran, Al-Khobar, qui est devenue une municipalité en 1942, et donc une ville qui a été entièrement conçue, reconçue par et pour l'Aramco, qui reste encore d'ailleurs en grande partie une ville composée par des gated communities, donc des résidences fermées, réservées, avec quelques espaces communs qui sont ceux en fait qu'avait déjà mis en place la ville de l'Aramco, avant d'installer ensuite plus tard à Dahran donc une base aérienne à partir de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, une agglomération qui ressemble à peu près, je crois, de 2 millions d'habitants, si je me trompe pas, et qui était largement construite donc, par l'Aramco et puis par les compagnies auxquelles l'Aramco a sous-traité cette construction, essentiellement des compagnies américaines, d'ailleurs Bechtel, californienne, qu'on retrouve dans beaucoup d'autres constructions de l'Arabie saoudite. Même plan, même époque, années 1940-1950, Al-Ahmadi. Donc vous voyez là un plan. Au début des années 1950, c'est un peu moins développé qu'Abadan. Et vous voyez ici, on voit assez bien aussi le noyau central avec le cœur de la KOC, qui reste encore aujourd'hui le siège officiel de la KOC, un joli bâtiment en briques, style britannique. Les propriétaires de la KOC étaient en grande partie britanniques encore à l'époque. Et puis derrière, voilà, donc, différentes zones d'habitation, des petites villas avec donc des petits jardins, etc., des clubs, on va en voir quelques-uns, qui d'abord étaient réservés aux ouvriers britanniques ou européens, et puis ensuite, sous la pression des ouvriers arabes, et notamment des partis ou des syndicats nationalistes, vont être ouverts aux ouvriers arabes, sous la pression aussi du gouvernement, notamment après les années 1960. On voit aussi des habitations donc beaucoup plus communes, autour de cours, censées imiter une sorte d'architecture arabe pour pas trop aliéner les ouvriers arabes de la compagnie. C'est en général les habitations qui se trouvent le plus proches de l'infrastructure industrielle, encore une fois, exactement comme ce qui avait été fait à Abadan. Alors, dans ces villes se met aussi en place, par les années 1970, c'est la deuxième étape de notre parcours ce soir, la volonté de transformer ces villes
qui sont des petits noyaux en fait et qui peuvent apparaître un peu enclavés, un peu artificiels, où ont lieu des premières contestations nationalistes dans les années 1950 et les pressions du gouvernement pour que ces villes soient non seulement modernes, mais que cette modernité profite à tous, hein, et donc mettent en place, que les compagnies pétrolières mettent en place, par exemple, des programmes d'accès au logement, de développement des infrastructures, de sociabilité aussi pour les villes arabes, hein, et donc notamment les quartiers résidentiels où habitent les ouvriers arabes. À l'époque, c'était des ouvriers arabes. Hein. On n'est pas encore dans le cadre des années 80 où les ouvriers asiatiques vont remplacer largement la main-d'œuvre arabe. C'est là aussi que s'expérimente une véritable expérimentation architecturale à partir des années 1960, donc au moment des indépendances, et à partir des années 1970. Donc là, je ne sais pas du tout si ça va marcher. Je vais tenter avec vous le lien. On va voir si l'incrustation de la vidéo c'est bien fait dans mon PowerPoint, mais sinon, je reviendrai. Voilà, donc il y a une sorte de petit film, hein, fait par le gouvernement koweïtien, donc en 1960. Voilà, qui vous montre la modernité mise en place à Koweït dans les années 1960. Hein. C'est-à-dire en fait le début, le moment où la ville de Koweït, Koweït City, essaye de se développer pour rejoindre les standards d'Al-Ahmadi, qui était la ville qui faisait rêver beaucoup de Koweïtiens et de jeunes Koweïtiens. Et donc on va développer ces grandes avenues, hein, faites pour la voiture, des habitats en béton. Hein. Voilà, je vais m'arrêter là, puis on reviendra peut-être après si on a le temps, parce qu'il nous faut parcourir beaucoup de temps aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir des années 1960, les États pétroliers de la région, notamment Koweït, on le voit très bien, l'Arabie Saoudite, Qatar, Bahreïn, les Émirats, commencent à s'emparer de ce qui était autrefois la modernité réservée aux villes pétrolières et tentent de l'étendre aux vieux noyaux urbains en imitant ce qui était fait, mais aussi parfois même en allant plus loin dans les prouesses architecturales, en invitant des stars d'architectes à la fois européens et arabes pour rénover les vieux centres, y compris parfois au prix de la destruction de tous les centres anciens et des vieux monuments, mais aussi pour empêcher le fait que toutes les élites et les classes moyennes partent vers les noyaux pétroliers, les villes nouvelles, mais restent dans les vieux corps urbains. Deuxièmement, c'est le moment aussi où ces États doivent faire face à ce qu'on appelle l'exode rural. Donc, on l'a vu tout à l'heure sur la courbe, hein, des années 1960, l'urbanisation accélère très fortement. Hein, on franchit le cap des 50% en moins de 10 ans de la population urbaine et on atteint dès les années 1980 des taux dans l'ensemble des pays de la péninsule arabique qui avoisinent, à l'exception encore du Yémen, environ 80% des années 80 de la population majoritairement urbaine. Donc, un exode rural qui est rapide et qui souvent surprend, y compris des États-providence ou bien financés par les revenus des hydrocarbures, avec des citoyens aussi qui ont des attentes de plus en plus importantes à l'égard de l'État, notamment en termes d'infrastructures, donc l'accès à l'eau et de l'eau potable notamment, l'énergie, l'électricité bien sûr, puis ensuite tout ce qui va arriver avec l'énergie et l'apport d'électricité. En transport aussi, c'était une des premières revendications des ouvriers arabes dans les villes pétrolières, le fait d'avoir accès à des transports qui les amènent jusqu'à leur lieu de travail gratuitement, mais non pas en payant, des transports agréables, enfin pas des gros bus, des gros camions où on les mettait, mais de véritables bus. Hein. Le développement aussi de lieux de sociabilité, des bibliothèques. Vous avez là sous les yeux le club d'Al-Ahmadi, qui, en 1959, s'était ouvert aux ouvriers koweïtiens, comme vous le remarquez avec cette photographie, hein, et qui va devenir une sorte qui a été très mise en avant par la KOC de l'époque. Hein. Là, j'ai pris cette photographie dans les archives magnifiques de la Kuwait Oil Company, pour montrer à quel point la compagnie, dès 1959, avait ouvert ses infrastructures les plus modernes à ses ouvriers koweïtiens et ne les réservait plus seulement aux Britanniques, aux Italiens ou à ses ouvriers ou à ses cadres supérieurs indiens ou pakistanais de l'époque. Hein. Et donc le club d'Al-Ahmadi va devenir le modèle de ce club à l'occidental en fait, hein, ou de la vie moderne qu'on peut avoir à Al-Ahmadi. Ça va se développer ensuite. On va essayer de répliquer ces institutions-là dans le reste de la ville de Koweït. Hein. C'est aussi le moment où, là on n'a pas beaucoup de photos, se développe aussi pour la première fois, je veux dire, depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, un habitat non réglementaire qui renaît dans beaucoup de villes du Golfe
donc des bidonvilles en réalité, en fait, hein, ou bien un habitat non réglementé, donc qui est aussi lié à la spéculation foncière et immobilière qui commence à se développer dans les années 60 et 70, notamment avec l'afflux des revenus pétroliers et la volonté de beaucoup d'investir, et donc d'investir en particulier dans la terre, et donc l'augmentation des prix qui mène donc, à la spéculation foncière. Deuxième trait des années 1960 et 70, lié à l'émergence de ces villes pétrolières et à leur expansion, et au fait que petit à petit ces villes pétrolières vont rejoindre les noyaux anciens par extension et par multiplication du bâti, c'est le grignotage des terres agricoles, qui s'explique aussi par le fait que beaucoup de ces villes sont à l'origine des oasis, en particulier à cause de l'eau. Wadi al-Royoun qu'évoque Mounif, c'est la vallée des sources, hein, et c'est là qu'on trouve de l'eau, autant que d'ailleurs du pétrole dans le roman de Mounif, et qui fait que donc du coup ces oasis, donc ces espaces en fait agricoles, vont être grignotés par l'urbanisation, par les structures industrielles, et donc être perdus pour l'usage agricole, mais aussi avec des conséquences environnementales qu'on mesure beaucoup. Aujourd'hui, beaucoup mieux que évidemment à l'époque. Ça va conduire aussi au morcellement des terres et donc à la disparition des propriétés, notamment agricoles. Ça encourage aussi la poldérisation, c'est-à-dire la construction ou la bonification de terrains sur les mers, en particulier lorsqu'on creuse les ports, les grands ports comme Mina al-Ahmadi à Koweït. On utilise la terre pour remblayer ensuite et gagner de l'espace sur la mer, avec aussi des problèmes qui sont liés donc, à la déstructuration de l'écologie ambiante, hein, et qui va être vraiment destructrice en fait pour tous les écosystèmes des villes du Golfe en particulier, l'augmentation de la consommation d'eau et d'énergie, la pollution, bref, autant de phénomènes en fait qui sont liés à cette urbanisation avec ses conséquences notamment donc sur l'agriculture. Hein. Et enfin, troisième conséquence intéressante, c'est que petit à petit, ces villes pétrolières, et au moment où elles vont rejoindre en des agglomérations communes les vieux noyaux, vont créer une nouvelle ou renverser la hiérarchie des villes de ces États. Et on va avoir très souvent des sortes de concurrence entre les anciennes vieilles villes, ou les villes qui dominaient autrefois la structure, la hiérarchie nationale, et d'une part, et donc ces nouvelles villes pétrolières qui vont prendre progressivement le dessus en termes de nombre d'habitants, de fonctionnalités économiques, et de nombre, en fait, tout simplement d'entreprises, hein, et de polarisation économique du territoire. Exemple, le plus fameux, alors en Arabie Saoudite, voilà, les grandes villes de Honeïza, Bouraïda, qui étaient des grandes villes marchandes, cèdent progressivement le pas aux villes de la côte, hein, notamment, qui attirent d'ailleurs beaucoup des élites marchandes de ces deux cités qui vont se déplacer vers Dammam, Dahran, Al-Khobar. Aux Émirats arabes unis, c'est le développement, par exemple, de Dubaï et Abu Dhabi, aux dépens des Émirats assez puissants jusque-là, hein, les fameux Émirats pirates de Sharjah et de Ras Al Khaimah, qui vont beaucoup perdre dans les années 50 et 60 au profit de Dubaï et d'Abu Dhabi. Alors, ce développement est encore une fois assez bien vu par Mounif, non pas dans le tome que je vous ai cité là, mais dans le tome 2, Al-Urdoud, où il décrit assez bien, de façon encore fictive, mais c'est tellement évident quand on connaît l'histoire du royaume, on devine assez bien qui est qui et quelle ville et quelle ville, l'arrivée donc d'un médecin syrien, donc un étranger mais arabe, qui s'appelle Al-Mahmalji, le gars du Mahmal en fait, hein, de la caravane, hein, très cynique, qui devient très vite un conseiller du roi de l'époque, qui s'appelle dans le roman le sultan Khazral, hein, qui est en fait un sultan déguisé qui représente le roi Saoud, hein, donc début des années 1950, hein, le successeur d'Ibn Saoud, et qui va se faire réussir à se faire nommer conseiller du sultan, tandis qu'il multiplie, à côté de ses fonctions officielles au palais, voilà, de médecin, de conseiller, les investissements fonciers et la spéculation foncière qui, au-delà de son propre cas, englobe toute la ville et finit par aliéner la ville, hein, et y compris à chasser les vieux habitants de leur propre quartier, ou en tout cas à défigurer à leurs yeux ou les rendre méconnaissables aux yeux des vieux habitants. Hein. La voiture dans le roman remplace progressivement l'animal, hein, et on voit la vieille ville être détruite progressivement. Mahmalji s'enrichir de façon considérable, mais aussi fonder la police secrète. Vous voyez là déjà le risque et les critiques, hein, liées au fait que dans ces villes pétrolières, et ce développement pétrolier, c'est aussi un développement de l'autoritarisme en fait concrètement qui se met en place à une échelle que les habitants de la région n'avaient encore jamais expérimenté. Hein. C'est en fait la pénétration de l'État et le contrôle de l'État sur la vie des citoyens qui se renforce en même temps que se renforce son rôle d'État-providence, et puis qui va en fait d'ailleurs même théoriser au milieu du roman le gouvernement de la ville
par les 4 piliers, ce qu'il appelle les 4 piliers, le cœur, la raison, l'estomac à la fois au sens propre et au sens figuré d'avidité, hein. Donc le cœur, la raison, l'estomac, et le 4e pilier, le sexe, hein, qui montre évidemment aussi critique de la dépradation des mœurs et de la corruption jusqu'au plus intime, hein. Et à la fin du roman, on voit le sultan Khazral déposé, renversé par son frère Finar, allusion à peine masquée au renversement de Saoud par Faisal en 1964. Alors, ce phénomène se traduit assez bien par la transformation donc, des noyaux anciens, je l'ai déjà dit, et puis par le développement donc, de nouvelles villes dans les années 70 qu'on va vouloir désormais créer, encore une fois, à l'écart des vieux centres anciens, mais qui vont surtout être des ports, des villes industrielles, conçues sur le mode industriel, et non plus comme des villes d'accueil de l'habitat. C'est un peu la phase transitoire entre les deux générations, à laquelle je voudrais aboutir rapidement. Vous voyez aussi une photographie qui est issue directement du site de la compagnie Bechtel, hein, donc la compagnie californienne de BTP, qui a été très puissante dans beaucoup d'émirats de la région et aussi en Arabie Saoudite, hein. Une photo des années 70 où on voit donc une équipe, on voit un Saoudien manifestement, hein, à la mode des années 70 et son homologue américain qui sont en train de, sur une carte, hein, de façon très allégorique et métaphorique, développer et projeter ce que va être le port de Jubail, hein, donc un des projets phares du développement urbain des années 70 en Arabie Saoudite, développement industriel, donc d'un port dédié au raffinage et à l'exportation donc des matières premières ou des produits dérivés du pétrole, avec un succès en fait réel, hein. Le port de Jubail est aujourd'hui un des plus gros ports de la mer Rouge et évidemment du Royaume d'Arabie Saoudite. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a une phase de transition, je crois, entre le modèle des villes pétrolières, qui sont des modèles aussi conçus pour l'habitation, hein, pour les gens, et ce que vont être la deuxième génération, hein, de ces villes, villes économiques ou les villes nouvelles du 21e siècle, hein. Là, on a un modèle de ville essentiellement industrielle, où l'habitation est à peine intégrée dans les plans, hein. C'est des villes qui sont conçues vraiment uniquement pour le traitement des matières premières et leur exportation et leur commercialisation. Troisième point de ces moments de transition, c'est le moment évidemment de la crise des années 1980. Et donc là, j'arrive à ma troisième étape ce soir. Donc, vous le savez, dans les années 80, l'ensemble des pays de la région sont confrontés à l'effondrement progressif et ensuite accéléré des revenus tirés des hydrocarbures. C'est ce qu'on appelle le contre-choc pétrolier. D'ailleurs, dans les États de la région comme chez nous, on appelle ça, c'est le même terme, hein, qu'on utilise, donc le contre-choc pétrolier, qui sont aussi des années de troubles à la fois politiques et sociaux dans l'ensemble de la région. Je ne reviens pas sur les différents événements, mais qui marquent l'instabilité politique et parfois même militaire de la région, avec son acmé pendant la guerre du Golfe de 1990. Hein. C'est le moment aussi donc, où Mounif écrit par exemple le roman qu'on a évoqué. Hein. Il l'écrit d'ailleurs à Paris parce qu'il est exilé. Hein. C'est déjà un auteur assez critique, hein, connu comme tel de la part de la dynastie saoudienne. Donc il est exilé, il écrit une partie de ses romans, une partie de sa pentalogie des villes de sel, en partie à Paris, à partir donc, de 1984, donc avec un regard désormais très noir en fait, sur le développement de ces villes pétrolières, beaucoup plus critique, hein, dans lesquelles on voit non plus le symbole de la modernité, le symbole aussi de la jeunesse, du développement économique, mais en fait surtout les dérives de ce développement, l'aliénation de la population, une culture de consommation et non pas de production, la corruption, la spéculation, l'autoritarisme. Hein. Toutes ces villes ont vraiment changé en fait dans le sens qu'elles portaient ou qu'elles avaient aux yeux de leurs citoyens, en tout cas entre les années 1940 et 50 et les années 1970 et 1980. Et puis on arrive donc, et je terminerai avec ça aujourd'hui, aux années 2000, où une grande partie de ces villes pétrolières sont désormais intégrées au tissu urbain de noyaux plus anciens, ou forment des agglomérations désormais, hein, à part entière, sont devenues véritablement des villes comme les autres, à tel point que parfois on oublie leur origine autour du pétrole, si ce n'est que certaines bénéficient encore d'une certaine tolérance juridique, réglementaire, hein, comme notamment dans les compounds ou une certaine partie des villes de l'Aramco, si ce n'est que certaines traces architecturales rappellent aux passants ou à celui qui habite qu'il est dans une ville conçue sur un mode plutôt américain ou bien plutôt sur un mode britannique, hein, donc des rappels d'une architecture pétrolière qui a été en fait assez coloniale en réalité. On a vu des exemples avec Abadan et Al-Ahmadi au début. Mais désormais une relance des projets d'urbanisation
au moment où le pétrole apparaît comme, en tout cas, est conçu comme étant à sa phase finale, en fait, hein, dans la transition économique de ces pays-là, et le moment où on se conçoit comme devant passer à une autre phase économique. Donc, c'est intéressant de voir que le pétrole est censé servir une dernière fois à des projets phares qui ensuite devront vivre par eux-mêmes, hein, sans les revenus du pétrole, hein, mais qui sont tout de même essentiellement financés par les revenus du pétrole. Donc, c'est l'époque des derniers grands projets architecturaux iconiques, voilà, les grandes tours que vous connaissez dans l'ensemble de la région, hein, avec encore une fois cette concurrence dans les projets architecturaux, dans la hauteur qu'on essaye de franchir ou de dépasser, la concurrence dans aussi le développement de musées ou de lieux de patrimoine, à un moment où on a besoin de recréer le sentiment national, ou en tout cas d'imposer un nouveau récit national à la population après la crise politique très forte, hein, de l'ensemble de ces pays dans les années 1990, mais aussi d'offrir de nouveaux débouchés aux investissements, à la fois pour orienter des investissements domestiques vers un marché domestique et éviter le fait qu'ils aillent investir ailleurs pour diversifier en allant investir hors du territoire national ou hors de l'économie nationale, mais aussi pour attirer ou servir de réceptacle attractif pour des investissements étrangers. Et donc, la solution qui a été mise en avant, et vous voyez que là, c'est, je crois, en fait, une réminiscence de la part des élites politiques qui étaient au pouvoir au début du XXIe siècle et qui ont connu, pour la plupart, le modèle des villes pétrolières, la volonté de créer des villes nouvelles. Désormais, non pas par une compagnie étrangère, ou en tout cas sous la direction d'une compagnie étrangère, voilà, l'Aramco, la Babco à Bahreïn, la KOC à Koweït, etc., etc., mais désormais directement par l'État, non pas avec des investissements essentiellement étrangers, et donc une direction en fait économique d'abord lancée par des fonds étrangers, très souvent d'ailleurs avec un cadre assez colonial en fait, en tout cas au début, mais en attirant des investissements privés, et notamment des investissements nationaux. C'est le cas donc de ces economic cities développées au début du XXIe siècle et que j'ai cité en introduction, mais toujours en conservant, et là c'est la part qui reste, hein, je crois le leg en fait, hein, la stratégie de l'enclave, la stratégie de l'îlot en fait, hein, donc c'est-à-dire en voulant développer des villes, comme si l'environnement domestique national n'était pas assez porteur, on a voulu créer des villes nouvelles, mais encore isolées du reste de leur environnement, de leur hinterland en fait, hein, avec donc des cadres financiers, juridiques, fiscaux différents de ceux du reste du pays, une architecture aussi différente, une mise en valeur différente, qui montre que, en fait, encore au XXIe siècle, et encore aujourd'hui, on conçoit la transition économique comme devant d'abord se faire dans des petits lieux réservés, restreints, dont on espère ensuite qu'ils rejailliront sur le reste de l'économie et de la géographie régionale, qui montre aussi qu'au XXIe siècle, on conçoit encore la géographie de façon très politique, en fait, et très malléable, hein, puisqu'au fond, dans chacune de ces séries de villes économiques, on voit en fait le projet de mise en avant par les différentes branches qui se succèdent de pouvoir à la tête de chacun des États, chaque branche ayant en fait au fond sa ville économique, voilà, de la King Abdallah Economic City jusqu'à ensuite la ville de Neom, qui est la ville conçue par, et on peut dire aussi pour, Mohammed bin Salman, qu'elle se réalise ou pas. Alors, je voudrais terminer avec cette photographie qui est effectivement fascinante. C'est une prise de vue que j'ai faite hier soir en pensant à vous, donc du site The Line, hein, le site officiel de Neom, qui, vous savez, a connu beaucoup d'avatars depuis son lancement en 2017, qui reste toujours une de ces vitrines futuristes du Golfe et dans lequel Mohamed bin Salman veut installer la nouvelle économie du royaume à partir donc de l'après-pétrole, qui est un projet en fait très futuriste, pardon, et je crois en fait essentiellement futuriste, hein, on en reparlera, avec voilà, des projets qui chaque an en fait se succèdent pour nous montrer à quel point on reste encore à la pointe du progrès. Ça nous rappelle beaucoup de ce qu'on a vu dans les années 40 et 50, ce qui était vécu, sauf que là on est dans un projet de projection totale en fait, hein, parce qu'il n'existe rien encore en fait de concret, de projection totale décidée par un État pour passer à l'après-pétrole, hein, avec donc ce projet, donc le dernier né de Neom, hein, qui est donc la grande construction linéaire dont vous avez une image ici sur le site. Alors je crois qu'en fait, ce modèle des villes pétrolières en fait subsiste, a connu des transformations, mais renaît au début du XXIe siècle de façon assez étonnante, avec à la fois donc des choses qui sont différentes, ce que je dis en conclusion, le rôle de l'État, plutôt que celui de compagnies pétrolières, la volonté d'attirer des investissements essentiellement privés plutôt que de reposer sur des investissements étrangers, hein, ou en tout cas de servir de réceptacle à d'investissement plutôt que de dépendre d'un financeur et de compagnies de BTP ou de designers plutôt étrangers, mais toujours donc la stratégie de l'enclave,
toujours l'appel à des experts, beaucoup d'experts étrangers, conçus comme étant des garanties ou des faire-valoir, en fait, pour un capitalisme en fait urbain qui désormais se veut volontiers futuriste, volontiers sens fictif. Je ne sais pas comment on pourrait dire pour ça, pour attirer toujours plus d'investissements. Il reste aussi des défis qui sont aussi ceux qu'avaient connus les villes pétrolières et que les villes pétrolières ont fini par régler avec le temps. Parmi ces défis, on peut citer, je crois, l'intégration des populations immigrées. Vous voyez, au début des années 40 et 50, j'avais évoqué le sort des ouvriers arabes qui, par tranches et par combats successifs, par lois aussi votées par les États indépendants et par aménagement ou évolution des politiques des compagnies pétrolières elles-mêmes, avaient pu trouver leur place dans ces villes pétrolières autrement que dans des baraquements de tôle, de plastique, de bois, comme ceux qu'évoquait Mounif et qui ont été vraiment vécus. Hein. On en voyait sur les photos de Abadan, vous voyez, hein, et celle de Ahmadi. Aujourd'hui, c'est la place donc, des immigrés, notamment non arabes et non golfiens ou non péninsulaires dans les nouvelles villes développées. Elles sont encore très largement absents. Hein. Ceux que l'on voit, les étrangers que l'on voit s'occuper de The Line, c'est évidemment le plus souvent des étrangers qui sont manifestement fortunés et qui vont pouvoir s'offrir une vie dans cette ville très onéreuse en fait que va être The Line ou en tout cas Neom si un jour elle sort de terre. Autre enjeu aussi, la hiérarchie urbaine. Comment est-ce que ces villes vont s'intégrer autrement que comme des enclaves ou des îlots dans le reste du territoire, qui est un véritable défi. Elles sont conçues comme des îlots, elles sont conçues comme des enclaves, elles sont conçues aussi parfois très loin des centres urbains existants, parfois de façon volontaire aux périphéries du territoire et dans les zones frontalières, c'est le cas de Neom. Que va-t-il en être de leurs effets, de leurs conséquences, le reste du territoire et le reste de l'économie? C'est assez difficile à penser en fait. Hein. Qui va aller vivre là-bas sinon une jet set ou une classe d'étrangers ou en tout cas de citoyens nationaux minoritaires lorsque ces villes sont aussi isolées du reste du territoire et de l'économie que les projets qu'on développe de Medinet al-Harir, qui est vraiment au nord et à la frontière irakienne, comme de Neom, qui est à la frontière, vous le savez, entre Israël, Jordanie et Égypte, au fond. Hein. C'est des territoires qui parfois ont été eux-mêmes rachetés à l'Égypte ou pris aux populations d'origine bédouine qui occupaient l'espace de Néom. Et puis enfin, dans ce même défi de l'inclusivité à la fois géographique, territoriale, et j'allais dire même en fait nationale, la place des femmes et donc des citoyens modestes. Qu'en est-il dans ces villes nouvelles qui sont projetées comme des villes, donc des vitrines futuristes, de la place des classes moyennes, en fait, hein, et dont on oublie souvent qu'elles composent quand même l'essentiel de la population du Golfe, y compris de la population nationale, qui n'est pas toujours faite de citoyens riches pouvant s'offrir dans des appartements à des sommes pharaoniques, hein, mais qui souffrent pour trouver du travail ou pour tout simplement payer leur logement chaque mois. Je crois que ce sont des défis que finalement, au bout d'une génération, les villes pétrolières de la première génération ont réussi, bon gré ou malgré, à relever et en fait, à combler, et que le programme, en tout cas lancé au début du XXe siècle de ces villes nouvelles, aujourd'hui n'inclut pas, ou en tout cas n'apprend pas de façon tout à fait explicite. Voilà, je vais terminer avec ça. Je crois que j'ai parlé à peu près, donc, si je ne me trompe pas, 45 minutes, comme je le voulais. Vous l'avez compris, donc c'est à la fois donc, une réflexion en chantier et puis aussi un bilan en fait, de travaux que j'ai cités pour une partie de beaucoup d'autres travaux, puisque c'est quand même un grand thème de réflexion à la fois des historiens et des économistes aujourd'hui que l'urbanisme et ses formes les plus modernes dans la péninsule arabique. Voilà. Merci beaucoup, Philippe, de ce très bel exposé.